Ça fait la deuxième fois qu'on relève un ministre parce qu'il a déclaré quelque chose sur le terrain. Rappelez-vous, le ministre des Travaux publics, je ne sais plus trop c'est Romain, quand il était allé, je crois, du côté du Port-au-Nouveau, déclarer que les soins étaient déjà débloqués pour la route et que rien n'avance. Il a été relevé parce qu'on savait qu'on était dans un contrat de faire, n'est-ce pas, et qu'on devrait payer plus tard. Et puis, si vous vous rappelez un peu donc cet épisode de Romain, vous constatez qu'après on a repris encore Romain au gouvernement et après on l'a sorti. Pour quelle raison? Deuxième raison, on ne sait pas, mais on lui a donné l'opportunité de se retrouver à l'Assemblée nationale. On a donné l'opportunité. Oui, bien sûr, puisque il y a eu quand même une guéguerre avant qu'il ne soit intégré à l'Assemblée nationale, et on a repris son suppléant qui était donc le coordonnateur des ministres conseillers. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas nouveau que Paulin Apona soit relevé de ses fonctions pour cette déclaration qui, à mon avis, lève le voile sur quelque chose. Nous avons vu un gouvernement qui a dit tout le temps, c'est lutte contre la corruption, lutte contre tout, lutte contre ceci, et puis brutalement comme ça de l'intérieur, quelqu'un lève le voile pour nous dire, bah, écoutez, il y a pire que ce qu'on n'a jamais vu dans le Bénin en matière de corruption et nous dit tout cela. Il est relevé de ses fonctions. Bon, on espère que qu'il va revenir un peu comme Romain. Mais moi, ça me fait mal pour le ministre. Ça me fait mal. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2017. On a échangé un peu. Je sais que c'est quelqu'un qui est assez simple et free. Mais je pense qu'il a été, ses émotions ont été grisées par sa présence en ce milieu-là, d'où, justement, un ministre que vous connaissez bien, conseiller, pour faire des injures presque tous les jours à des personnalités. Vous parlez de qui? Je parle de ministre conseiller Badamassi avec qui il était. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un effet d'osmose ou de contamination qui a fait qu'il s'est senti... il était mal entouré. Qui s'est senti lui aussi libre de vouloir prendre la parole, de dire ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit est suffisamment grave, comme je crois, comme Maître aussi l'a dit. Maître l'a dit et Distel l'a dit, c'est suffisamment grave et ce qu'il a dit. Et je crois qu'il faut donner une suite à ça, mais nous savons qu'on ne donnera pas une suite à ça, c'est pourquoi très rapidement... Ah bon, vous pensez qu'il n'y aura pas de suite? Non, le cas Romain là... Elle est beau de botte par rapport quant à une probable saisine peut-être du procureur spécial. Je voudrais croire qu'il y aura une chute, mais moi je le dis d'emblée qu'il n'y aura pas une chute. Connaissant le modus operandi du gouvernement ou du président de la République, et connaissant aussi un peu l'histoire de ces phénomènes-là qu'on voit, il n'y aura pas une suite à ça, mais il nous aura permis quand même de constater que si on veut aller au fond, la question de la lutte contre la corruption reste à régler au Bénin. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Maître Carlos Agossou, dans le contexte où l'État ne porte pas plainte, où le procureur spécial ne fait pas une auto-saisine de l'affaire, est-ce que le citoyen lambda qui est désireux de connaître la vérité a des procédés juridiques pour se faire quand même enclencher les leviers ou actionner les leviers quant à une issue favorable de ce dossier, pour ne pas dire à la révélation de la vérité? J'y arrive. On parle ici de détournement de deniers publics. Oui. Et quand on parle de deniers publics, ce sont vos impôts, ce sont nos impôts, voyez-vous, qui sont concernés. Alors, la première question qu'on se pose, est-ce qu'un citoyen qui a été informé qu'il a pu avoir détournement des deniers publics, donc de ses impôts, a intérêt à dénoncer ces faits formellement? Voyez-vous, ici, dans le cas du ministre, sinon de l'ex-ministre, c'est des propos tenus sur la place publique, en public.
Mais le citoyen peut s'en prévaloir, puisqu'on peut faire des transcriptions de ces audios-là, Oui. et formaliser une plainte. À déposer où? On parle de deniers publics. À la Aujourd'hui, c'est la CRIET qui est compétente pour en connaître, parce qu'il s'agit d'autant de milliards, si je m'en tiens au propos qui ont été tout. Voyez-vous? Donc, dénoncer les faits, c'est-à-dire faire une plainte qui prend les allures d'une dénonciation formelle de ces faits au procureur, et il appartiendra au procureur de donner telle suite à cette plainte-là qui sera formalisée. Qui sera formalisée. Mais la voie la plus indiquée, c'est plutôt que l'État central lui-même y donne. Parce que là, il y aura de la volonté derrière, quand même. Voilà. Il y aura de la volonté derrière. Merci de le préciser. D'ici là, ma question à votre niveau, c'est de savoir, le ministre Paulin Akpona était là en tant qu'acteur politique ou en tant que ministre de la République lorsqu'il a tenu ces propos-là? Alors, je n'ai pas lu une lettre de mission à son profit. Je vais m'en tenir donc aux faits. Les faits, c'est qu'il était dans une posture de ministre sectoriel en déplacement pour un constat, n'est-ce pas, de réalisation ou de suite de réalisation de travaux dans une région du Bénin. Le constat est qu'il a arboré une casquette de son parti politique. À ce niveau, est-ce que le parti était au courant d'une telle descente politique? Je ne saurais le dire, mais j'ai lu a posteriori le communiqué de ce parti qui ne dit pas, qui ne l'a pas mandaté, mais qui le fait responsable de ses propos. Et donc? Alors, je ne saurais dire donc qu'il était dans une activité politique partisane. Je ne saurais dire qu'il était dans une mission gouvernementale. Mais lorsque j'écoute le porte-parole du gouvernement, il dit qu'à aucun moment, l'auteur n'a adressé un rapport de constat justement, on allait en venir sur les faits qu'il est allé dénoncer sur le terrain. À partir de ce moment, je n'ai pas les éléments d'appréciation. Autrement dit, je ne peux que supputer autour... On ne peut pas dire clairement, est-ce qu'il était en mission républicaine, est-ce qu'il était en mission pour son parti politique, ou c'était une initiative personnelle entre acteurs politiques? Je n'ai pas d'ordre de mission. D'ordre de mission. On va revenir tout à l'heure par rapport aux propos tenus par le porte-parole du gouvernement, mais Paul Maïressou, est-ce que vous avez lu le communiqué du bloc républicain? Est-ce que pour vous, il est assez conséquent à la hauteur des propos tenus et des agissements du désormais ex-ministre? Non, moi j'ai lu le communiqué. En toute sincérité. Que je trouve. Parce que vous prenez déjà du café BR désormais. Voilà. Non. Oui. Non, mais écoutez, c'est pas parce que je suis allé prendre un café BR il faudra peut-être lui expliquer que je vais devenir maintenant. C'était un rendez-vous de discussion. Tout à fait. Oui, tout à fait. Le café BR, c'est juste un rendez-vous de discussion. Tout à fait, c'est très bien. Des compatriotes échangent sur un certain nombre de choses. Et j'ai voulu quand même voir ce dont il s'agit. J'ai été heureux. Il faudra souligner que vous allez aussi au champ d'oiseaux. Vous allez aussi au champ d'oiseaux participer au débat intellectuel. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais moi, je suis partout où il y a l'activité intellectuelle. Oui. Alors, ce que j'ai lu de la lettre de BR, j'ai lu une lettre assez bizarre à mon goût. Bizarre, en ce sens que, vous vous rappelez le limogeage du ministre Adambi. On a été très radical sur ce qui a été fait que nous n'avons pas... Jusqu'à ce jour, on n'a pas démontré quand même. On n'a pas démontré, mais là, on a quand même des éléments palpables, d'une certaine gravité. Et le parti se contente de dire, bon, écoutez, c'est sa responsabilité à lui, ce n'est pas notre responsabilité. Mais pire, Distel veut un peu jouer sur les mots, et puis au Caleta un peu quoi. Mais la réalité est que le monsieur Paul Akpona. Paulin Akpona. C'est Paulin. C'est Paulin Akpona. Oui. Donc monsieur Paulin Akpona
jusqu'à ce que ne soit limogé ministre de notre République. Ensuite, M. Paulin Apona est membre du BR et il se retrouve sur le terrain, donc avec les deux casquettes. Et il porte une casquette du BR. Et je me suis demandé, sommes-nous déjà en campagne? Lui qui m'a dit ici, vous vous rappelez que, ouais, non, le président Talon, l'administration fonctionne normalement, il n'y a pas de campagne. Mais là, on était en pleine campagne, où il parle d'amener de l'eau aux populations, où il parle, où il vante les mérites du président de la République, il vante les mérites de ce que lui, de ses actions à lui, puis qu'il va amener de l'eau en très peu de temps, moins de 3 mois, ce sera fait. Sommes-nous en campagne? Et au-delà donc de l'accusation, parce qu'il faut regarder bien sûr l'accusation de corruption et tout ce que ça représente, mais il faut regarder aussi les choses telles qu'elles sont, parce que tous étaient en chapeau BR. Et tous, à mon sens, avaient une population, même s'il y a beaucoup d'enfants sur les chaises que j'avais vues, mais tous avaient une population devant eux et vantaient les mérites du président. Donc, sommes-nous en campagne? Il y a un vrai problème. Le problème de la loi à respecter. Le problème de la loi à respecter. Parce que si nous ne sommes pas encore en campagne et que eux ils font cette action, c'est qu'il y a un problème, une entorse à la loi. Il faut les interpeller par rapport à ça. Et ça se fait, je ne sais pas, en toute impunité. C'est parce qu'on a parlé maintenant de détournement que, oui, la voix s'élève, la voix s'élève. Oui, c'est normal. Je vais non, s'il vous plaît. Vous allez permettre aussi. En 2 secondes. Oui, vous allez permettre. Maître aura la parole, il n'y a pas de souci. Non, justement, il a interpellé mon parti. Oui, je vais revenir à vous. Toujours par rapport au parti. Se calmer un peu. Oui, toujours par rapport au parti, Paul Maïrouissou, avant, si Maître Carlos Agosso permet, si bel et bien. Est-ce que vous ne trouvez pas assez tard le communiqué du Bloc républicain? Le communiqué est venu à pour ce que je sais, après le limogeage. Ces propos ont été tenus le samedi, ouais. si je ne me trompe. On n'a rien eu le lundi, le mardi. Et c'est quand il y a eu limogeage que le communiqué sort. Oui, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ça vienne tard comme ça. Parce que la réaction aurait été... Mais le problème est que en réalité... Le communiqué aurait été diffusé le lundi. Le lundi, on aurait compris que le parti réagit au tôt, quoi. Mais en réalité, c'est que le parti a été forcé par le limogeage à réagir. Et ceci rappelle que si on avait fait ça dans le cas, par exemple, de Maître Adrien Oubedi, parce que les injures sont venues du même côté, vous vous rappelez? Les injures les plus amères sont venues du même côté. Si on avait fait ça dans le cas de Maître Adrien Oubedi, je crois qu'on n'en serait pas là avec l'UPR aujourd'hui. Tout à fait. Merci à vous. Le militant d'Islam Moussou, vous nous dites quelque chose? Écoutez, je ne suis pas mandaté pour venir parler au nom du Bloc républicain, mais je tiens à relever 2 ou 3 éléments. Lesquels? Le premier, c'est que le Bloc républicain est un parti bien structuré, bien organisé. C'est un parti qui ne régente pas le cerveau de ses militants. Il y a un qui régente le cerveau de ses militants. S'il vous plaît, je parle de mon parti. Oui, lequel régente? La parole est libre. La parole est libre au Bloc républicain. Voyez-vous, mais vous êtes tenu responsable de vos propos, de leur contenu. Vous êtes tenu responsable de vos actes que vous posez. Très bien. Le ministre Apona, puisqu'il faut finir par le nommer, est allé sur le terrain à faire un constat. Voyez-vous, et a tenu des propos. Mais l'implication politique de ces propos pour nous, c'est que non seulement il a attaqué son prédécesseur, qui est aussi militant du Bloc républicain, il a attaqué un gouvernement dont les actions, s'il vous plaît, est-ce qu'il a attaqué le gouvernement? S'il vous plaît, oui. Et je vous dirai. Il a attaqué un gouvernement dont les actions sont coordonnées par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain. Et il a attaqué le chef de ce gouvernement, le président Patrice Talon, qui donc aurait nommé et entretenu des délinquants qui ont siphonné, n'est-ce pas, les ressources de l'État sur plusieurs années. C'est ça l'implication politique réelle.
Et d'où la gravité, n'est-ce pas, des propos du ministre Akbouna. Ne me dites pas que dans un tel cadre, le bloc républicain aurait croisé les bras. Vous savez, dans un parti structuré, avant que un acte ne soit porté à la connaissance de l'opinion, c'est que nos instances travaillent. Nos instances regardent en fonction de nos statuts et des lois de la République. Il ne vous échappe pas que le bloc républicain est un grand parti soutien de la gouvernance du président Patrice Talon. Et c'est cette gouvernance-là qui est convoquée au tribunal de la perfection. Donc, c'est le président Blaise Diop-Tchadé, coordonnateur de ce gouvernement, de cette gouvernance, qui est convoqué. Comment? Mais lorsqu'on parle de détournement massif, portant sur plusieurs dizaines de milliards de nos francs, laissé passer sur plusieurs années par un gouvernement, et que le coordonnateur de ce gouvernement, des actions de ce gouvernement-là, s'appelle le grand camarade Abdoulaye Diop-Tchadé, et que c'est son militant de son parti qui le dit, ne dites pas que le communiqué est venu après, et c'est comme si le bloc républicain était dans la posture d'absoudre la gravité des propos du camarade Akbouna. Oui, mais juste, lorsqu'on reste dans votre logique de gravité des propos tenus, alors ça veut dire que le communiqué n'est pas à la hauteur de l'appréhension des propos tenus. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez lu le communiqué. Le communiqué a souligné la gravité des propos. Oui. Le communiqué a dénoncé, n'est-ce pas, l'atteinte aux valeurs que porte le bloc républicain. Le communiqué a parlé, a stigmatisé les attaques entre camarades au sein du parti. Et le communiqué a réaffirmé, n'est-ce pas, ses engagements à poursuivre le soutien d'effectifs non marchandables aux actions du gouvernement du président Patrice Talon. Donc le communiqué, pour moi, simple, oui, comportait tout. Sauf une chose. Laquelle? La marche vers la vérité. Écoutez, vous savez une chose. Lorsque un parti veut parler, un parti veut s'exprimer à travers un communiqué, surtout un communiqué, le format de communiqué, il y a une structuration qu'on observe. Tout à fait. Et puis c'est une question de test. Il y a une structuration aussi pour évoquer aussi ce que je demande. Évoquer quoi? Il n'appartient pas au bloc républicain de dire voilà, il faut traîner le camarade devant la justice, il faut faire ça. Vous avez parlé de forme tout à l'heure. Il y a des formes pour le dire. Ça, c'est notre forme à nous, et c'est la forme qui convient. Stella Moussou ne dira pas le contraire s'il était consulté. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Maître Carlos Agossou, pour rester dans le débat, comme je ne sais pas de quoi vous parlez. Et Paul Maïrissou dit Stella Moussou avec les mots. Lorsque vous avez suivi le porte-parole du gouvernement sur cette actualité, qu'est-ce qu'on peut retenir selon vous? Je note que le porte-parole du gouvernement fonde le limogeage du désormais ex-ministre sur la nécessité de le délier de son obligation de réserve. Alors, on peut estimer qu'il y aura une suite. Ou en toute logique, on peut penser qu'il devrait avoir une suite. Parce que quand on le délie de cette obligation de réserve, c'est-à-dire qu'il ne soit plus tenu, en fait, il dit, mon passage à ce poste m'a permis de découvrir que. À partir de ce moment, il faut lui donner l'occasion. Si après ce limogeage, les suites appropriées judiciaires sont données pour le laisser libre d'apporter les éléments de clarification nécessaires. Donc, on peut penser, à travers déjà ce communiqué cette intervention du porte-parole du gouvernement, qu'il devrait avoir suite à donner à ces propos. À ces propos-là. Mais est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire qu'il soit démis de ses fonctions avant qu'il puisse contribuer à la manifestation de la vérité?
pas forcément. Parce qu'en fait, le gouvernement aurait pu récupérer ces propos et leur donner une suite en les validant quelque part. C'est-à-dire, c'est des faits, effectivement, le porte-parole dit, il n'a pas fait un rapport au président de la République. Mais voilà que ces propos ont été tenus. Donc, il aurait pu ne pas être sanctionné, on le laisse. C'est vrai que ça serait quand même un peu bizarre que celui à qui on reproche de n'avoir pas fait un rapport, c'est-à-dire donc n'ayant pas observé la procédure, une forme convenable, ce serait quand même un peu bizarre qu'on ne le sanctionne pas. Mais ce que je veux surtout souligner, c'était qu'on aurait pu récupérer ces propos et leur donner une suite judiciaire sans pour autant forcément considérer que lui-même devrait être poursuivi pour ses propos. Voyez-vous? Donc, votre question, c'est de savoir est-ce que c'était nécessaire de le limoger. On pouvait ne pas le limoger et donner quand même une suite pénale à ces faits. Et il interviendrait comme témoin, voyez-vous, de ces faits. Mais son limogeage ici, à mon avis, c'était surtout parce que il n'a pas observé les formes et l'obligation de réserve nécessaire. Je trouverais plus cohérent, voyez-vous, la déclaration du porte-parole si c'était dans cette lancée-là. Dans cette lancée-là. Voilà. Paul Larousseau, vous, votre commentaire sur les propos du porte-parole du gouvernement? Non, bon, le porte-parole du gouvernement est toujours dans son rôle de porte-parole du gouvernement. On lui a enlevé le titre de ministre pour qu'il, dans son statut de citoyen, se sente libre. Mais vous savez bien, le BR est là comme parti pour nous confirmer que même en tant que citoyen simple membre du BR, on ne fait pas n'importe quoi. Quand Dambi l'a fait, je ne sais pas ce qu'il a fait jusque-là, à Dambi. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Si peut-être Distel est plus informé, peut nous informer sur ce qu'il a fait exactement pour qu'on le débarque du gouvernement comme ça. Mais ce qui moi me fait mal, c'est que quand je me mets à la place du président Talon, je ne peux qu'avoir mal. Franchement, quand vous mettez dans la peau du président Talon, vous ne pouvez qu'avoir mal. Voilà ce que nous avons toujours dit sur la question de la réforme, comme il le dit, structurel et fonctionnel. Et fonctionnel, voilà. Les gros mots que je dis, je l'aime bien utiliser. Alors, voilà que, vous voyez, il est encore là, président de la République. Et sous lui, regardez la guerre entre son ancien ministre et son ministre, enfin, ces deux anciens ministres, on va dire désormais, n'est-ce pas, et la guerre entre eux, et ils sont du même parti. Imaginez maintenant qu'ils ne soient pas là, qu'ils ne soient plus là. Vous voyez à peu près, ça ne peut que faire mal de se sentir comme ça. Mais pour ce qui est de ce que le porte-parole a dit, le ministre Apona, je le connais très fidèle au président Talon, hein, enfin, c'est un militant de première qui est resté fidèle. Je vous l'ai dit, je l'ai rencontré en 2017. Vraiment, les propos qu'il a tenus, moi, de tout le temps, j'essaie d'être un peu critique pour défendre le président Talon dans le temps. Je ne le vois pas en train de devenir un opposant au président Talon. Donc, il sort du gouvernement et devient un opposant qui entame une action contre les malversations qu'il y a eu sous le président Talon. Je ne le vois pas en train de faire ça là. Et aussi, vous savez, en cette période où, je dis, le président Talon doit avoir très mal, non seulement du point de vue de l'avenir qu'il essaie de préserver, mais dont on voit le jeu se jouer sous ses yeux déjà, mais aussi le fait que, vous voyez, autour de lui, j'ai comme l'impression qu'il est seul dans son combat, quoi. Il est seul. Patrice Talon. Oui, il est seul. Parce que ceux qui sont autour de lui, je dis, le ministre est quand même une personne très proche de lui. Et l'autre, rappelez-vous, le ministre Dambi, il a souligné tout à l'heure que on lui a confié la charge ministérielle, mais pas que ça. Le ministre Dambi avait beaucoup de missions sous le président Talon. On lui faisait beaucoup confiance sur un certain nombre de choses. Mais regardez comment ça se termine. Et le président Talon est encore au pouvoir.
Donc, moi, je pense que il s'agit pas d'espérer que quelque chose va se produire ou va se faire. C'est pour d'ailleurs mettre fin aux polémiques qu'il a été sorti du gouvernement tout de suite. Parce que, dans le cas Khomé, dès qu'on a sorti du gouvernement, vous avez vu, l'affaire s'est tue. Et nous aurons le même événement, l'affaire va se taire pour que le gouvernement continue de fonctionner normalement, tout en laissant les ministres aller sur le terrain. Sauf que ne feront pas le cas, oui, par rapport au propos du porte-parole du gouvernement. Sauf que ici, nous ne sommes pas dans le même contexte que le cas du ministre Hervé Khomé. Ici, il conviendrait d'observer le timing. Nous sommes à quelques mois des élections, dont les enjeux sont connus. Ici, nous observons que très rapidement, le groupe parlementaire Les Démocrates, donc de l'opposition, avec 12 députés, n'est-ce pas, a déposé une recommandation aux fins d'enquête parlementaire pour donner suite aux propos du ministre Akbouna. Donc, les contextes ne sont pas les mêmes. Ici, il y a pour moi, citoyen béninois, nécessité, urgence, qu'on fasse de façon impérative la lumière sur ce dossier. Nous parlons des ressources du contribuable, de vous et moi. Du béninois lambda, cousin à moi, Diakotomé, qui a acheté un sachet de Pure Water. Et je suis de ceux qui dénoncent avec véhémence et la dernière rigueur, n'est-ce pas, cette légèreté qu'on pourrait décrier dans toute forme de gouvernance. À partir de ce moment, je ne prends pas comme monnaie comptante les déclarations ou les allégations du ministre Akbouna, mais je dis qu'il faudrait par tous les moyens l'amener à faire les preuves de ces allégations-là. Le seul hic que j'observe, sur lequel personne n'embraye, oui, c'est bien cela. La fin des propos du porte-parole? Non. C'est que pour poursuivre un ministre, ou qu'il soit ancien ministre, il faudra activer la Haute Cour de justice. Tout à fait. Et de 1990 à ce jour, jamais cette cour n'a été activée. Est-ce que nous aurons l'occasion, pour une fois, devant des accusations péremptoires, mais de cette gravité, activer la Haute Cour de justice? Je me pose la question parce qu'on parle de criette, on parle de procureur. Non, nous n'y sommes pas. Nous parlons de ministres du gouvernement, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Est-ce que le gouvernement, les institutions de la République vont admettre, faciliter, n'est-ce pas, l'activation de la Haute Cour de justice pour permettre aux Béninois lambda, n'est-ce pas, d'avoir toute la lumière sur ces accusations-là? Sinon, ça va être le chou gras de l'opposition. Sinon, ça va être l'élément de langage fondamental des forces politiques de l'opposition. Et ça va poursuivre, ça va enfler ce que j'appelle l'infodémie. C'est-à-dire la pandémie de la désinformation dans notre pays et contre le pouvoir de la rupture. C'est pour cela qu'il y a nécessité d'y aller, d'aller jusqu'au fond et jusqu'au bout. Si l'on doit faire la lumière sur cette affaire, et c'est l'espoir que nourrit beaucoup de Béninois, est-ce le citoyen Paulin Akbouna qui est interpellé ou l'ancien ministre Paulin Akbouna qui est interpellé? Alors, il ne faut pas que nous fassions une confusion. Il n'est pas allégué contre Paulin Akbouna des faits de corruption, hein,
ou de détournement de deniers publics, c'est lui qui dit que, si je dois caricaturer, mon passage m'a permis de constater que ceux qui sont passés avant moi, ou en tout cas, l'un de ceux qui, si je m'en tiens à ce que, aux clarifications apportées par M. Amoussou, mon prédécesseur s'est livré à. Donc, si quelqu'un doit être mis en cause, c'est le prédécesseur. La précision que je dois apporter, voyez-vous, c'est vrai, si l'enquête permettait d'établir contre le prédécesseur des faits de malversation, il serait justiciable de la haute cour de justice. Parce que ce seraient des faits commis alors qu'il était ministre. Mais la procédure d'instruction n'est pas menée par la haute cour de justice. Très bien, ça me rassure. Voilà. La procédure d'instruction, elle, n'est pas menée par la haute cour de justice. Très bien. C'est lorsqu'il est décidé de le renvoyer en jugement que la haute cour de justice prend le relais. Donc, merci maître voilà. pour la clarification. Mais vous avez quand même raison, parce que est-ce qu'il faut finir l'instruction, renvoyer avant que de rendre opérationnelle la cour? La question, mais la procédure peut être lancée et le cours de la procédure, la cour installée et la procédure renvoyée devant cette. J'ai appris quelque chose. Mais à ce niveau-là, Maître Carlos Agossou, où est-ce qu'on doit tenir le fil pour commencer cette affaire? Est-ce pas l'interpellation de l'ancien ministre Akporan pour qu'il apporte les preuves de ce qu'il a allégué, ou l'interpellation de l'ancien ministre? Alors, c'est ce que je tentais de vous dire. Voilà. Lorsque des propos de ce genre sont tenus, on peut déjà incriminer les propos pénalement. Et au cours de l'enquête contre l'agent pénal... Vous permettez? Oui. Qui incrimine les propos pénalement? Je veux savoir. Moi, je veux comprendre. Celui qui est accusé et le gouvernement aussi qui est interpellé. Parce que vous avez bien situé la liste des responsabilités telles qu'elles sont induites par les propos du ministre. C'est-à-dire que son prédécesseur a été nommé par un chef de gouvernement, qui est le président de la République. C'est le président de la République qui l'a nommé. Et qui donc n'aurait pas suffisamment recherché des gens crédibles qui auraient peut-être pu couvrir si on s'en tient à ses propos. Parce que un ministre quand même reste toujours justiciable, ou du moins a des comptes à rendre à celui qui l'a nommé. Voyez-vous? Donc le gouvernement lui-même, et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure du garde des Sceaux. Et vous voyez, ça ne peut que être décidé en conseil de ministre, ce genre de choses-là. Et le garde des Sceaux instruit au fin de. Et au fin de quoi? La lettre de mission qui est confiée au garde des Sceaux le dira. Et donc le garde des Sceaux peut déjà dénoncer sous le couvert, par exemple, le harcèlement par les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est courant aujourd'hui. Bien sûr. Dénoncer ces faits à ceux qui sont habilités à en connaître, d'où je parlais de la criée tout à l'heure. Et au cours de cette enquête-là, évidemment, les questions qui vont lui être posées vont aller dans le sens de justifier ses propos. Et dans le cours de la justification, il pourrait apporter des éléments et qui, de fil à aiguille, peuvent finalement aboutir. Contribuer à la manifestation de la vérité. Mais Paul-Marie Ouessou, dans tout ceci, il y a quand même des gens qui ont vu leurs espérances écoutées, qui sont encore restés sur leur faim. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont vu que les leviers ont été actionnés avec la consultation du Parlement pour le remplacement du ministre Akporan, il y avait quand même des BR qui espéraient probablement peut-être que une confiance leur soit faite. Mais on a constaté que, comme dans le cas du feu ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, on a encore élargi un portefeuille ministériel, alors que peut-être on aurait peut-être pu penser à d'autres acteurs politiques. Comme on a élargi ou il y en a réduit? Non, on a élargi, puisque désormais, je l'ai dit tantôt, ne jette plus que le quart de vie et les transports, mais il a désormais... Ça dépend de comment on voit la chose. Oui, je vous explique, parce qu'il a désormais encore l'énergie, l'eau et les mines, alors que Adambi, même au départ, était que
ministre de l'eau et des mines. C'est après, je crois, le départ de Roussou qu'il a eu à prendre l'énergie. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, je comprends, mais je disais que ça dépend de comment on voit la chose, parce que, en fait, au lieu d'ouvrir les portes du gouvernement pour d'autres acteurs, on les ferme encore davantage, alors que les gens se plaignent que pendant 9 ans, il y a une seule tête, oui, je crois que le président Talon, il faut bien comprendre un peu, comme je le dis, son mode de fonctionnement depuis le départ. C'est réduire un peu, réduire le nombre d'entrées et de sorties du gouvernement. Ça a été son mode d'action depuis 2016. Très peu de masse d'entrée au gouvernement et de masse de sortie comme ça dans le temps. Mais ici, nous allons vers la fin. Et moi, je comprends pourquoi Distel veut sauter sur ça. Non, je voulais juste apporter de l'eau à ton moulin, dire que nous sommes à 11 mois de la descente et que un cadre, lorsqu'il est nommé ministre, il faut théoriquement 6 mois pour s'installer. Donc, il ne servirait à rien ce serait pareil aussi pour le ministre du cadre de vie, non? Non, écoutez, il connaît déjà la philosophie puisqu'il est membre du gouvernement. Écoutez, quand on parle de cadre de vie, n'est-ce pas, on intègre, au fait, c'est, le cadre de vie, le ministère de cadre de vie, c'est un ministère, pluridimensionnel, qui a ses tentacules partout, même en économie, hein, et donc, vous voyez, c'est un ministre qui n'est pas novice aux questions d'électrification et d'eau, n'est-ce pas, dans nos régions. Donc, non, en fait, moi, je voudrais vraiment apprécier cela, hein, cette maîtrise des mouvements au sein du gouvernement. Mais jusque ça crée des mécontents. Oui, ça crée des mécontents qui sont très actifs sur le terrain politique. Ça crée des mécontents. Ceux qui garantissent la stabilité politique, qui permet au pouvoir politique de pouvoir quand même opérer en toute quiétude. Oui, ça crée des mécontents. C'est pour calmer un peu les mécontents que les ministres... C'est qui ces mécontents-là des gens qui veulent aller au gouvernement à 11 mois de la fin. Non, écoutez, le président Patrice Talon n'est pas Bobby Yahi pour nommer des ministres à 2 semaines de sa passation de service. Tout compte fait. Écoutez, nous avons déjà vu ça dans ce pays, hein, où le ministre, en 1 semaine, hein, le jour de la prestation de serment, il a nommé un ministre. Non, le président Patrice Talon n'est pas dans cette logique-là. Mais ce qui est important, hein, à voir dans cette maîtrise des mouvements au sein du gouvernement, c'est que, attention, et c'est en cela que j'apprécie bien la description qui conduit à la criette d'abord et puis à la haute cour de justice et le garde des Sceaux qui devrait se saisir du dossier s'il pouvait le faire. S'il a reçu l'instruction d'abord. Non, il a dit que cela se décide en Conseil des ministres. Bon, voilà, en Conseil des ministres. Mais moi, je pense qu'il n'y aurait rien de tout cela. Je vais vous dire simplement pourquoi. Vous êtes péremptoire. Oui, c'est sur la base des expériences et aussi des Je vous ai dit que les contextes n'étaient pas les mêmes. Non, mais écoutez, non, attendez. Les contextes n'étaient pas les mêmes. Les démocrates se sont saisis de l'affaire, ce qui est une bonne chose. Parce que dans son temps, c'est une variation. Oui, mais dans son temps, là, il y avait personne, il y avait aucune opposition au Parlement. Il faut se rappeler ça aussi. C'est ça, une réalité aussi. Donc, les contextes ne sont pas les mêmes. Oui, les contextes ne sont pas les mêmes, sauf que, c'est ce que je voulais expliquer. Imaginez que le président Talon lui-même ouvre la voie pour que cette procédure s'enclenche. C'est une question de corruption qui concerne son gouvernement, qui va être étalée sur du temps. Parce que vous avez quelques éléments qui vous font dire qu'il y a eu effectivement corruption ou mauvaise gouvernance dans ce département ministériel? Je n'ai pas dit qu'il y a eu. Parce que vous semblez affirmer là. J'ai dit que c'est une question de corruption. Ou bien ce n'est pas de la corruption que le ministre Apona a parlé. C'est de ça qu'il a parlé. Et donc, c'est une question de détournement qui va s'étaler dans le temps, qui va noircir le tableau qui n'était déjà pas reluisant dans le temps, et ça va s'éterniser jusqu'aux élections. Et vous voyez ce que ça fait pour la cote du gouvernement et pour
la mouvance, le parti BR et tout le reste. Donc je pense, et ça c'est mon avis, que d'ici là, nous ne verrons plus rien sortir du côté du gouvernement. Oui, je voulais préciser, ce n'est pas parce que des enquêtes seraient effectivement ouvertes par rapport à de tels propos, en fait, que ces propos seraient récupérés et traduits en justice, que ce sera à l'issue de l'enquête établi qu'il y a eu effectivement, parce qu'il y aura des vérifications dans ce sens-là. Même s'il apportait des documents, les documents seront vérifiés. Et c'est justement là le rôle de l'enquête qui va avoir avant le renvoi, parce que à la suite de cette procédure, il peut y avoir un non-lieu. Un non-lieu. Oui, on constate que les propos qui ont été tenus n'ont pas de fondement. Dans ce cas d'espèce, lorsqu'il y a un non-lieu, oui. Quelles sont les implications de ce non-lieu-là? Celui qui se sent diffamé par ces propos pourra valablement, déjà qui peut le faire à partir du moment où les propos ont été tenus et dit, puisque c'est à vous de rapporter la preuve. Même si ce n'est pas un pays, il peut le faire. Absolument. Mais il serait bon. Oui. J'ai bien dit, moi, j'attends de voir qu'on ouvre ce dossier-là, mais il serait intéressant et important pour le gouvernement d'ouvrir le dossier, d'aller jusqu'à la haute cour de justice, parce que rappelez-vous, dans le cas Djenotin, dans le temps ici, on disait, on n'a jamais fait ça, mais donc il fallait on lève l'immunité, c'est ça, hein, et qu'on permette à la cour, qui est restée sans travail depuis des années, de pouvoir fonctionner, et lui c'est extrait donc tout le processus, et je crois et j'espère que si c'est le cas ici, que les ministres, les deux, ne vont pas s'extraire du processus et que nous allons pouvoir... Encore qu'il faut que les deux soient au pays actuellement. Sous le président. C'est quoi, vous avez des informations qui ne sont pas au pays? Je ne sais pas. Non, parce que là, ça fait la deuxième fois que vous répétez ça. Non, même pas. Distel Amoussou, il y a un nom, il y a un nom que vous n'avez pas évoqué quand même, mais qui a été assez viral sur la toile, dans les minutes qui ont suivi ce limogeage, celui du ministre conseiller Rachidi Banabassi. Certains estiment que Paulin Akona aurait été victime d'une manipulation politique ou qu'il serait tombé dans un piège politique. Alors, ceux qui l'ont estimé vous ont certainement donné des éléments. Moi, je ne l'ai pas estimé. Donc, je ne me vois pas en train de répondre à cette question. Moi, rien ne concerne... Enfin, politiquement, dit-elle à Mossou, vous êtes du bloc républicain, qui a intérêt à ce que Sam Seydou Adambi soit affaibli dans la 8e circonscription électorale? Qui vous dit qu'il y a une tentative de mise en faiblesse de quelqu'un, ou qui vous dit... En toute honnêteté, dit-elle à Mossou, lorsque on en vient à dire aux populations que le fils du terroir, qu'est Sam Seydou Adambi, a eu à avoir des ressources pour des réalisations qu'il n'aurait pas eu à réaliser, quelles sont les implications politiques sur le terrain? Je vous ai dit tantôt les implications politiques. L'auteur de ces allégations a attaqué le gouvernement. À qui profite cette action politique, dit Salamoussou? Il est le seul à nous dire. Sur le terrain. Il est le seul à nous dire. Qui? Mais l'auteur. Vous êtes du bloc républicain. S'il vous plaît, oui, mais ce n'est pas une action, c'est pas des propos du bloc républicain. Oui, l'analyse politique, lorsqu'il regarde, lorsqu'il jauge les propos tenus, tout ce qui a été organisé là samedi-là, à qui récolte le gain politique si... Alors, il n'y a que l'incongruité pour récolter ce gain dont vous parlez, simplement parce que le gouvernement du président Patrice Talon a un repère, le programme d'action du gouvernement. Et lorsque vous prenez le volet électrification et eau, n'est-ce pas, de la zone ciblée de Parakou, écoutez, il y a des actions qui sont prévues. Et vous observerez qu'il y a eu des réalisations. Et vous observerez, alors nous parlons, qu'il y a des réalisations en cours. Si on parle politique. Et pour finir, il y en a qui restent à engager. Voyez-vous, et tout ceci, c'est au bénéfice de nos populations. C'est le plus important. Oui, je suis d'accord avec vous. Un parti politique n'est pas un centre de rééducation morale pour personnes adultes. Je suis d'accord avec vous. Un parti politique, c'est un milieu de croc en jambe, de crabe, de je ne sais quoi. Oui, d'accord.
Mais c'est dans ce lot-là qu'il y a aussi, n'est-ce pas, de personnes bien intentionnées, debout, droit dans leur boîte, qui combattent la malgouvernance, la corruption ou les détournements. Oui, oui, à partir de ce moment-là. Allez-y, pour qu'on puisse conclure ce sujet-là rapidement. Il ne veut pas répondre à la question. Oui. Il ne veut pas répondre à la question et il trouve... Je ne trouve pas la question parce que, pour moi, la question n'existe pas. La réalité, elle est celle-ci. Oui, c'est quoi la réalité? Elle est celle-ci. Oui. Il y a un ministre conseiller qui s'appelle Rachidi Gbadamassi, qui a fait la tentative... Vous avez quelque chose contre lui? Écoutez, nous parlons de sa zone. C'est pourquoi il parle de lui. Ah non, il n'a pas de zone. Le ministre conseiller... Il était à cette activité politique. Un ministre conseiller... Il était à cette activité politique. Un ministre conseiller a des attributions nationales. Pourquoi vous Mais en politique, lui, il a quand même un fief. Ça, il faut pas l'oublier. Tout à fait. Il a un fief. Alors vous parlez du ministre conseiller ou vous parlez de l'homme politique Rachidi Gbadamassi? Je voudrais comprendre. Non, laissez-le aller au bout de ses idées. Vous allez non, je voudrais comprendre. Non, attendez, vous allez comprendre. Allez-y. Oui. Prenez celui dont je parle. De toute façon, il s'appelle Rachidi Gbadamassi. Oui. Ok, c'est son nom. Très bien. Rachidi Gbadamassi a fait la tentative de retourner au Parlement et ça a été un échec cuisant. Et depuis, vous avez constaté, depuis quelques années ou mois, on va dire maintenant, il va sur le terrain, soit donner du riz ici, soit donner ceci là, et soit faire ceci là, n'est-ce pas? Et nous voyons ça tout le temps. Et ça, il ne le faisait pas. C'est après son échec qu'il a commencé. Non, je voudrais savoir. C'est moi qui pose la question. Est-ce que c'est après son échec qu'il a commencé par faire ça? Allez-y. C'est son mode de fonctionnement. C'est le mode de fonctionnement du depuis plus de 20 ans. C'est le mode de fonctionnement. Depuis plus de 20 ans. Sauf que ceux qui parlent de piège dans lequel le ministre Apona est tombé, c'est que le ministre Apona, ce n'est pas son fief, hein. Ce n'est pas son fief. Mais c'est le ministre de la République. Merci de le préciser. Le ministre Apona, nous avons désormais des ministres de fief. On parle. Non, je demande si on a des ministres de fief. Distel Amoussou. Vous allez nous permettre un peu d'aller au bout. Parce que vous n'aimez pas aussi qu'on vous interrompe. Non, je pose des questions parce que est-ce que nous avons désormais n'empêchez pas dit que le ministre Apona ça n'est pas son fief. Est-ce que nous avons désormais des ministres de fief? Ok, donc ce n'est pas le fief de Paulin Apona. Est-ce que le ministre n'a pas de... C'est ce que vous avez dit. Ok, d'accord. Mais est-ce que nous avons désormais des ministres de fief? Est-ce qu'un ministre en tant qu'acteur politique n'a pas de fief? Mais écoutez, non, j'ai pas vous parlez de quoi? Écoutez. Nous parlons de réforme du système partisan. Non, nous ne parlons plus de fief aujourd'hui. C'est vous. Le Bénépa, s'il vous plaît, défenseur de la réforme du système partisan. Le Bénépa ne pas aussi comme défenseur de la réforme du système partisan. Le Bénépa de grands ensembles. Vous êtes donc les notions de fief là, de défenseur. Ce sont ces notions là qui nous ont permis d'avoir 200 partis politiques avec des partis de quartier. Je ne vais pas tomber dans votre... Non mais c'est vrai. Je vais dire ce que je vais dire. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a réforme, qu'il y a des grands partis, les députés sont élus de quelque part. Non! Ils sont élus au plan national. Ils sont toujours élus de quelque part. Et c'est ça qui leur porte la voix. Ils battent campagne quelque part. Voilà, ils battent campagne quelque part. Ils sont pas partout au Bénin pour faire campagne. Ça, c'est la réalité politique. Non! Donc, ça, c'est du passé. Paulin Apona, là où lui fait campagne, c'est Savé. Savé. Ce n'est pas par rapport. Et donc, il est allé là-bas pour faire constater que il y a des déficits au niveau des services que l'État devait fournir aux populations. Et ces déficits, c'est quelqu'un qui l'a invité. Là, et celui qui l'a invité, là, a été assis à côté de lui et s'appelle Rachidi Gbadamassi. Vous avez la preuve de vos allégations? Ah ben écoutez, lui, le ministre, donc lui, le ministre lève et puis voilà, les propos qu'il a tenus, c'est hautement politique et on peut analyser les propos. Alors, si vous voulez, on va aller dans les détails des propos. Les propos qu'il a tenus. Il y a bien sûr cette question d'accuser quelqu'un, mais hautement politique, c'est pourquoi j'ai parlé de campagne. Il n'est pas là, allez là, je suis ministre de la République et puis désormais je vais vous amener de l'eau, ça s'arrête là. Ce n'est pas ça. Il faut aller voir chaque mot qu'il a utilisé et vous constatez qu'en fait, non seulement il est en train il tient des propos pour affaiblir la cote de popularité de celui qui l'accuse. Ça n'a pas de sens. Oui, allez-y. Ça n'a pas de sens parce que, s'il vous plaît, je vais expliquer que ça n'a pas de sens. Non. Parce que s'il cherche à affaiblir la cote de popularité
de Adambi, non, s'il vous plaît. Non, d'ici la cherche Moussou, on va s'écouter. S'il cherche, écoutez-moi, en premier. S'il cherche, non, ça n'a pas de sens parce que d'abord. Il aurait affaibli tout le bloc républicain. Il aurait affaibli toute la mouvance. Pourquoi on a comme l'impression que vous prenez la défense de Rachid Badamassi? Non, ça n'est pas le cas. Mais laissez-le aller. Mais je vous dis, si on cherche, laissez-le y aller. si un militant BR cherche à affaiblir le camarade Adambi dans Parakou, Oui. militant BR, Oui. mais c'est que ce camarade-là veut affaiblir le bloc républicain et non Adambi. Question. C'est d'où l'incongruité de la Peut-être qu'il ne fait pas une advertence. Il peut agir il peut agir sans mesurer la portée de son acte. Le militant en question. Là, comment oui. on appelle ça? Justement, ça Il arrive. agit sans réfléchir. Non, pas sans réfléchir, Parce que le mot. sans mesurer tous les enjeux Alors, du quand concours. il fait ça, comment on l'appelle? Paul Mario Souma, vous passez à vous. Oui, allez, Question. Non, Oui. moi, c'est question, c'est pas moi. Oui. C'est question. Question pour le président directeur de ADLSS. C'est comme ça qu'on l'appelait. Oui. Pour vous le présenter. Question Merci pour la publicité. Oui, question pour le président directeur. Lorsque vous avez écouté, je suppose que vous êtes au service du BR. On a fait ce travail, oui. Oui, je suppose que vous êtes au service Non, du BR. pas au niveau du BR. Non, je suppose que au service du BR. Oui, ADLSS travaillant pour le BR. Très bien. Le BR. Contre facture, Et hein, que- contre rémunération. Parce que ça, c'est Il va pas vous Et que vous devez faire un rapport, une fiche, Oui. pour dire ce que le ministre a dit, quel est son impact sur le parti. Qu'est-ce que vous allez Je dire? l'ai déjà dit. Qu'est-ce que Merci à vous, Paul Mario Le Souma. président de Laissez la Moussou, merci. Le coordonnateur de la Voilà, ne vous répétez pas. Merci. Non, Merci à vous. l'impact, ce n'est pas les titres de Carlos personnes, l'impact. Agossou, Mais c'est négatif. vous allez me permettre Mais c'est de tout faire la simplement, transition Je l'ai dit. au second sujet très rapidement. On va dire quelques mots avant de conclure cette émission, notamment ce conflit entre le PRD et l'Union progressiste Le Renouveau. On a constaté la semaine dernière que l'Union progressiste Le Renouveau a eu à sanctionner Gratien à Romenou. On l'a vu, je crois, Paul Marossou, il y a cela quelques jours avant la publication de cette décision, avait eu à dire qu'il a comme l'impression, je ne sais pas si je trahis ou je suis pas exact avec vos propos, que on s'attaque au plus faible en laissant le plus fort. Mais déjà, vous, l'homme de droit, techniquement, qu'est-ce qui s'est passé entre l'UP et le PRD d'alors, selon vous? Si on s'en tient à la terminologie employée, il y a eu fusion si on s'en tient à la terminologie employée. Laquelle? Oui, c'est l'accord de fusion, sauf erreur de ma part, hein. Oui. C'est l'accord de fusion. Mais là où je me distance de ceux qui... Le problème ne se pose pas en termes de est-ce qu'il y a eu fusion ou pas. Quelle est la portée de la fusion? Voilà. Quelle est la portée de cette fusion? Et vous me permettrez d'apporter quelques Allez-y. précisions. Voyez-vous, quand on parle d'accord, on parle de contrat, qu'on le veuille ou pas. Accord, l'accord est un contrat. Donc il faudra toujours questionner la volonté des parties. Il ne faut pas qu'on oublie cet aspect de la question. La volonté des parties. Lorsque vous prenez la loi sur la charte des partis politiques, relativement à la fusion, relativement à la dissolution, il n'y a pas de disposition impérative. S'il y en a, comment on rapporte? Il n'y en a pas. Il y a l'article 29.9 de la charte qui renvoie au statut des partis par rapport à la question de la dissolution et de la fusion. Il s'ensuit que chaque parti doit prévoir, et c'est ce que la disposition dit, je n'ai pas le texte sous les yeux, sinon je vais vous le lire. Chaque parti doit prévoir les mécanismes et les conséquences, les mécanismes et les conséquences d'une fusion et d'une dissolution. La disposition est claire là-dessus. Alors, lorsque dans ce contexte, on interroge les statuts du PRD, il est clair
que la fusion n'entraîne pas la disparition du PRD. C'est pour ça que moi j'ai des difficultés à admettre que la fusion qu'il y a eu a entraîné comme conséquence la disparition du PRD. Puisque dans les statuts du PRD, qui doivent régir les questions relatives à la fusion, il est expressément indiqué que la fusion ne peut pas entraîner la dissolution du parti. Et le mécanisme pour que le parti soit dissous est bien indiqué. Alors, quand je prends la loi qui n'a rien prévu d'impératif sur cette question, quand je prends la loi qui renvoie au statut par rapport à cette question, et quand je prends les statuts du PRD, par rapport à la portée de la fusion qu'il y a eu, il m'est difficile de retenir que cette fusion a emporté la disparition du PRD. Et donc, alors, oui. J'ai eu entendre parler des récépissés. Ouais, vous, en matière, par rapport aux récépissés, nous sommes en droit administratif pur. Sauf à me dire que le récépissé délivré à l'UPR a disposé que toute disposition antérieure contraire sont abolies, il sera difficile de dire que le seul fait de délivrer un récépissé à l'UPR emporte la disparition du récépissé de l'UP et du PRD. Voilà, de l'UP et du PRD. Voyez-vous, on m'a parlé de caducité. Généralement, quand il y a caducité, c'est la loi même qui prévoit la cause de la caducité. On dit par exemple, lorsque vous avez ce récépissé et que vous ne mettez pas en place vos structures dans tel délai, le récépissé devient caduc. Alors, quand on observe le délai, on constate que vous n'avez pas observé, on peut parler. Mais que un contrat emporte caducité, alors qu'il ne l'a pas prévu, moi, il m'est difficile Donc, pour ma part, aujourd'hui, le problème qui se pose, ce n'est pas est-ce qu'il y a fusion ou pas. Les deux parlent de fusion. Et je dois également préciser, les terminologies employées par les partis, ce débat ne connaîtra son ultime... Justement, j'allais en venir. Voilà, issue que si effectivement les parties prenantes... En temps de procès? Oui. Pour permettre à une juridiction qui est habilitée à trancher les différends, voyez-vous, d'apporter ce qui devrait désormais rester loi en République de Bénin lorsque de pareilles situations. Sinon, aujourd'hui, vous aurez des positions divergentes et bon, les unes presque aussi défendables que les autres. Avant de me retourner vers Distel Amoussou, au regard de votre analyse là, oui, quelles sont les entités qui sont légalement encore constituées? Pour ma part, le PRD est légalement constitué. L'UPR est légalement constitué parce que tous disposent. La loi, la charte sur les partis politiques dit ce qui confère la personnalité juridique à un parti politique, c'est le récépissé. Vous êtes en présence de trois entités qui ont chacune leur récépissé. Qui sont des actes administratifs, je le précise, qui sont des actes administratifs, qui n'ont pas été rétractés, qui n'ont pas été annulés, qui n'ont pas été censurés par une décision judiciaire. Vous êtes en présence de trois entités. Mais en temps, on a constaté que le ministère de l'Intérieur a sorti la liste de l'UP et du PRD, de la liste radiée, voilà. Oui, j'avoue que j'ai entendu dire qu'il y a, et c'est récemment, que et quand j'interroge comment vous appelez, la charte des partis politiques. Des partis politiques. Je ne vois pas la disposition qui est relative à la radiation. Je vois que lorsqu'un parti qui a obtenu un récépissé à 2 échéances électorales successives n'a pas pu compétir, on parle de retrait de l'enregistrement. C'est le seul cas que moi je vois dans la loi. Alors quel est le fondement de cette radiation? Si le test m'est apporté, je laisse. Donc, le seul cas où, oui, le seul cas où on peut parler de retrait d'enregistrement, c'est celui-là où le parti n'a pas pu justifier d'avoir participé, après avoir obtenu cet enregistrement, n'a pas pu participer
à 2 élections. Oui, moi, je voudrais juste oui, quand même avoir un éclaircissement parce que comme il est là. Vous voulez poser une question? Oui, bien sûr. Bon, comme il est là. Mais parce que qu'il a dit, de façon, on va dire, péremptoire, comme le dit Distel. Il a dit que le récépissé de l'UPR existe. Mais le récépissé de l'UPR est presque dénoncé par la lettre de Maître Adrien Moubedi qui dit qu'il n'y a pas eu congrès constitutif. Tout à fait. Une exigence de la loi pour qu'un parti soit constitué. Exactement. Alors, dites-moi. Oui, les partis ne sont pas allés jusqu'au bout de cette dénonciation. Comment? En fait, vous voyez, le récépissé, c'est un acte, comme je le dis, administratif. Il peut être rapporté par celui qui l'a rendu, dans les conditions prévues par la loi. Il peut être retoqué judiciairement. Mais quand on quitte ce cadre juridique, je ne vois pas une autre façon d'annuler cet acte-là. Il y a un principe en droit administratif qu'on appelle le principe du préalable. Même lorsqu'un acte administratif vous fait grief, vous êtes tenu de l'exécuter jusqu'à sa rétractation ou son annulation. Et je trouve que nous sommes... Je ne dis pas que la situation est simple. Non, non, la question... C'est une situation complexe. Oui, oui, la question, maître ici, la question... Est-ce que le il y a deux animateurs. Justement, s'il n'a pas fait de constitutif, alors que tous les autres partis, tous les autres regarde même de la charte des partis politiques, est-ce que un parti qui n'a pas de congrès constitutif peut normalement être considéré comme un parti? Mais a reçu l'acte administratif quelque part. En fait, oui, parce que parmi les pièces, je crois, hein, sauf erreur de ma part, qu'il faut produire pour obtenir le récépissé, il y a le procès verbal. Voilà, donc c'est là mais ça ne remet pas en cause le fait que lorsque le récépissé est délivré, il s'en prévaut jusqu'à sa rétractation ou à son annulation. Oui. C'est vrai qu'il y a des actes irréguliers qui peuvent exister, mais qui vont continuer par produire effet si vous il y a des actes irréguliers. Je dis non, je ne parle pas de, je ne dis pas. Là, c'est il est non principe. Il y a des actes, en fait, il se peut ou l'hypothèse existe que des actes irréguliers continuent par produire effet si vous ne voilà, aucune voie de recours appropriée. Mais je crois ici, avant de donner la parole à Distel, qui va pouvoir nous dire les vraies choses, j'estime que la dénonciation est faite à travers la lettre qui a été envoyée au ministère et qui a été envoyée au ministre. La lettre n'est pas un acte administratif. Ah, mais la lettre, le parti. Le parti. Si vous permettez que je très rapidement par rapport à cette question. En fait, là, ils sont encore sur le plan politique. On n'a pas encore passé cette étape politique pour aller à l'étape judiciaire. Okay. Parce que les différends se règlent soit à l'amiable ou devant les institutions ou devant les juridictions. Et tant qu'il n'y a pas saisine d'une juridiction ou bien la mise en œuvre d'une procédure judiciaire, on ne peut pas encore parler, en tout cas pour nous autres, de dénonciation. Voilà. L'expression dénonciation ici est prise en termes de désapprobation, voyez-vous, de contestation, de protestation. C'est de la littérature. Voilà. Mais Distel Abosso, on constate que dans la foulée, c'est Gratien Ouamenou qui est sanctionné tout seul. C'est qui Gratien Ouamenou? Distel Abosso quand même. Il y a des gens qui nous suivent. C'est lui qui est au début de l'affaire. Je ne connais pas. Ce que je sais... Le secrétaire général adjoint du PRD. Ah d'accord, ok, très bien. Non, je crois que Maître Agosso vient de dire l'essentiel. Où nous réglons politiquement la question, où nous allons devant les instances. Et ce qui est utile pour nous autres, au niveau de la mouvance présidentielle, c'est de travailler à retrouver la cohésion de cette mouvance-là, de sorte à poursuivre la pérennisation, n'est-ce pas, des réformes structurelles et fonctionnelles en cours sous le président Patrice Talon. Vous savez, la langue et les dents sont dans la même bouche.
mais il arrive qu'il y ait chevauchement. Je crois que la question essentielle qui se pose aujourd'hui à la mouvance présidentielle, en route pour la reconquête du pouvoir, inévitablement, indébutablement, c'est de travailler à conforter, n'est-ce pas, l'attractivité et la stabilité au sein de la mouvance présidentielle. Et je voudrais croire, espérer que les présidents, Maître Adrien Mbedji et Joseph Diogbenou, ainsi que les instances des handicapés, vont se parler. Ils vont continuer de se parler parce que je sais qu'ils se parlent. C'est des personnes bien. Et quand ils vont continuer de se parler, les dégâts collatéraux que vous évoquez, sanctions de X ou de Y, la non-considération des militants, des PRD de souche, tout ceci sera évalué. C'est vous qui venez de l'évoquer. Tout ceci sera évalué, c'est partie des griefs que nous entendons. Tout ceci sera évalué. Et puis les instances responsables de l'Union progressiste Le Renouveau vont regarder certainement dans la bonne direction, la direction de l'unité retrouvée, la direction de poursuivre la marche vers la formalisation de la fusion jusqu'à homogénéité. Et puis, ça va être pour le bien de la mouvance. Il n'est pas question pour nous au niveau de la mouvance de faire de la division ou de la soustraction. Nous sommes résolument engagés à faire des opérations de multiplication et d'addition. Oui, je suis très séduit par le discours assez rassembleur. Qui n'a pas parlé de Gatien Ouamounou, qui a été sanctionné. Qui n'a pas parlé justement de ça. Mais ce qui est, quand il y a un conflit et que on veut se parler et qu'on se parle, on ne prend pas des sanctions contre les plus faibles. Là, c'est une posture pour envenimer la situation. Non, je ne veux pas. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est pas que moi. Ce soit les PRD de souche ou les militants Union progressiste Le Renouveau, aucun d'eux, n'est-ce pas, n'a besoin qu'on remue le couteau dans la plaie. Non, mais c'est... Nous sommes... Dit-elle, ce n'est pas... Vous l'avez dit, c'est la Rousseau. Dans la plaie. On va écouter aussi. Ce n'est pas nous. C'est une manière... Non, ce n'est pas nous qui remions le couteau dans la plaie. C'est vous qui le faites. J'ai comme l'impression que Distel oublie que c'est cette semaine, quoi, que la lettre là est sortie. Mais vous avez entendu... Attendez. Est-ce que vous avez entendu le camarade de la mouvance à Ouamounou, c'est ça? Vous l'avez entendu dire quelque chose? Non, mais écoutez, il a écrit une lettre. Mais après, ça demande d'explication. Il devrait dire Vous l'avez entendu? Il devrait dire quoi? Ça veut dire que c'est un militant discipliné. La demande d'explication, la réponse, tout ça là, ce sont des actes qui sont de nature. La demande d'explication, la réponse à la demande d'explication. C'est des faits passés. J'ai dit, il n'est plus de besoin aujourd'hui de remuer le couteau dans la plaie. Mais nous avançons pour vous, parce que nous avons du terrain à gagner. Pour vous, mais ça c'est pour vous, Voyez-vous, est-ce que le camarade de la mouvance qui a été sanctionné, vous l'avez vu sur un plateau, vous avez vu une correspondance de protestation? Comment on ne verra pas pourquoi vous protestez à sa place? Pourquoi vous n'allez pas pour coller sur un plateau actuellement? Vous ne verrez pas Poulain sur un plateau actuellement. Pardon? Vous ne verrez pas Poulain actuellement aussi sur un plateau. Sur un plateau. En fait, Distel. C'est un citoyen libre ou pas? En fait, Distel, ça c'est... Tout comme Gracien Ouamounou. En fait... Non, laissez-le. Mais justement, Distel veut nous faire la politique de l'autruche ici, là. Nous ne voulons pas faire la politique de l'autruche. C'est quoi la politique de l'autruche? Oui, mais c'est enfoncer la tête dans le sable en sachant que le de quelle couleur? Parce que là, c'est couleur bleue. Donc, nous sommes bleus dans tout ça. Oui, d'accord, je réponds pas. Distel, c'est ce qui est clair. La lettre de monsieur Ouamounou est déjà, parle avant et après la démission. Vous évoquez quelle lettre? Sa lettre en réponse à la demande d'explication.
Mais alors, il faut s'en arrêter là. Non, elle répond à tout. Elle répond jusqu'à maintenant. D'accord, elle répond. On a lu, on a connu, on a écouté la réponse. Mais ça ne nous empêche pas. C'est tombé cette semaine, ça nous la sanction. Non, c'est bon, on a dit la réponse. Mais ça ne nous empêche pas, nous autres, de constater que non, jamais. Ça ne nous empêche pas de constater que c'est au plus faible qu'on s'est attaqué. Maître Adrien Mbedi a été plus clair que M. Ahouamenou. Plus incisif dans sa lettre, mais on ne l'a pas interpellé. Lui, il a affirmé du haut de son siège de président de parti que le PRD n'a pas disparu. Et donc, il est aussi militant. Et il est militant du parti. Il est le militant du parti aussi. Mais on l'a dans cette affaire même pour parler ceux qui tiennent encore lieu de l'UPR pour parler. Ils n'ont parlé que de Ahouamenou. Ils n'ont pas parlé de la question qui est posée, avec toutes les questions que nous posons sur différents plateaux de télévision. Mais c'est vous qui vous posez des questions sur le plateau. Non, mais les lettres aussi posent des questions. À l'interne, l'Union progressiste, le renouveau n'a aucun problème. Ah bon? Dissel Amosso, vous êtes honnête? Mais je le suis. Vous êtes honnête? C'est responsable. Il est du DR, il ne comprend pas ce qui se passe à Maître Carlos Agossou, pour conclure avec ce débat, on a vu qu'au lendemain de la lettre de Maître Adrien Mbedi, je ne sais pas si mes souvenirs sont exacts, il y a cette disposition qui dit que toute personne qui tente de reconstituer un parti politique qui a déjà fusionné ou qui tente de revenir encore, qui tente de créer une distance au sein de formation politique, en cours probablement 5 ans d'emprisonnement. Cette disposition, elle est applicable à quel niveau? Je ne sais pas de quel. Moi, j'ai pas vu. Vous n'avez pas fait attention à cette disposition. Si je pouvais avoir le test. Maître Agossou, il a raison, il n'est pas constitué pour lui les partis. C'est un test de la République, mais que je n'ai pas. C'est vrai que le fait d'animer, voyez-vous, sans en fait des partis irréguliers, en fait, d'animer un parti de façon clandestine. Voilà, merci. Des regroupements de pensée, de philosophie, c'est prévu et puni par la loi. Voyez-vous. Donc mais vous voyez, chaque fois, il faut toujours qu'on aille au procès pour savoir, parce qu'on peut aller à un procès. Non, Maître Agossou invite au procès simplement parce que c'est un avocat. Non, je ne suis pas au procès. Mais je dis, on ne peut pas trancher certaines questions sans aller devant les instances. Voilà, parce que nous ne sommes pas juges, vous et moi. Et comme ça. Le juge, quand il prend la parole en public, il n'est pas juge. Il faut qu'il siège en cette qualité d'abord. Tout à fait. Ouais, non, nous n'irons pas au procès. Mais nous allons nous en j'indique juste ce que la loi prévoit. Le nous, c'est un bloc républicain. Non, la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle. Je ne suis pas la procès. Pardon? Même au prix des dollars. Je ne suis pas l'auteur de ce que vous évoquez. Vous êtes très amis, invitez-le sur votre plateau. Non, je vous ai posé une question, je n'ai pas dit que... S'il vous plaît. Elle a dit, elle l'a pas dit. J'ai dit même au prix des dollars. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dissel Amosso, très... Aujourd'hui, Dissel ne sait rien. Je préfère ne rien savoir. Merci à vous, Dissel Amosso. Je rappelle que vous êtes chroniqueur politique.